C'est un territoire arctique et gigantesque de 57 000 habitants, projeté dans la lumière du monde alors que Donald Trump a exprimé sa volonté en janvier dernier de s'en emparer. Le Groenland, mais le Groenland est bien plus qu'un territoire, c'est une société vivante et dont l'actualité récente, complexe, a fait ressurgir le passé colonial et le présent douloureux. Comment les déclarations de Donald Trump ont-elles résonné dans le territoire autonome danois? Comment ont-elles renforcé encore les volontés indépendantistes des Groenlandais? Pour en parler, Marine Duc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en géographie et enseignante-chercheuse à l'université de Reims. Vous êtes rattachée au laboratoire Analyse comparée des pouvoirs. Merci beaucoup d'être ce soir dans Question du soir. Vous devez admettre qu'il a fait beaucoup de bien à l'indépendance. Car lorsque Trump n'est pas en fonction, personne ne se soucie du Groenland. D'ailleurs, quelle est la raison qui vous a conduit ici? Ça nous donne l'opportunité de montrer ce qui se passe au Groenland et d'essayer d'expliquer que nous ne sommes pas isolationnistes. Nous voulons travailler avec le reste du monde, pas seulement avec le Danemark. La voix du député Pil Broberg, député du parti Nalerak, le parti indépendantiste du Groenland. Marine Duc, alors c'est vrai ce qu'il dit, ce qu'il explique. Donald Trump, c'est un anticolonialiste qui a fait du bien à l'idée d'indépendance groenlandaise? Anticolonialiste, je ne sais pas, mais en tout cas, probablement oui. Il y a eu une mise en visibilité assez radicale, en fait, qui s'est produite suite aux déclarations de Donald Trump. Et le Danemark a un petit peu perdu, en fait, dans ce jeu-là, parce qu'il y a tout un travail derrière, maintenant, de raccrocher un petit peu les wagons pour essayer de rattraper l'image coloniale de ce pays, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé suite aux déclarations de Donald Trump dans cette société groenlandaise? Comment ont-elles été perçues, ces déclarations, comme une provocation ou comme la continuité d'une longue histoire, d'un long combat anticolonial? Plutôt comme l'expression d'une continuité, à vrai dire, parce que les déclarations de Donald Trump, elles s'inscrivent dans une histoire très longue de prédations diverses et variées sur ce territoire-là, notamment des prédations américaines, puisqu'il y a déjà eu en fait des propositions d'achat du Groenland par les États-Unis et qui remontent au 19e siècle. Donc il y a déjà cette mémoire qui est présente et la réception qui a été celle des propos de Donald Trump, en fait, ça a été aussi l'idée de se dire, eh ben voilà, encore une fois, on est exposé à des prédations étrangères et on est encore perçu comme un réservoir de ressources qu'il faut conquérir ou qu'il faut dominer ou qu'il faut mettre en exploitation. Je voudrais continuer de citer Donald Trump à propos du Groenland toujours. Il disait, je le cite, « On ne sait même pas si le Danemark a des droits légaux dessus, mais s'il en a, il doit les abandonner parce que nous en avons besoin pour une question de sécurité nationale. » Fin de citation. Est-ce que c'est vrai? Je ne crois pas qu'il existe un flou, un tel flou à propos de la situation juridique du Groenland. Alors, il n'y a pas de flou sur la situation juridique du Groenland. Il fait partie du Riksfællesskab, donc cette alliance qu'on traduit parfois par communauté du royaume, parfois par Commonwealth, qui est composée donc du Danemark et des deux territoires autonomes, Groenland et île Féroé. Mais il y a bien un rapport de subordination et un rapport d'autorité qui existe entre le Danemark et ces deux territoires autonomes qui est inscrit dans la constitution danoise. Il y a une chose qu'on a beaucoup expliquée, on a justifié même les vues de Donald Trump sur le Groenland par ces mots: uranium, or, titane, rubis, terres rares, cuivre, gaz, pétrole, nickel, cobalt. C'est d'abord un territoire et son exploitation qui sont en ligne de mire. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette approche du Groenland comme un territoire aux ressources inexploitées? Pour moi, c'est la réactivation d'un discours colonial très ancien et en fait finalement assez fréquent qui revient, qu'on retrouve aussi à l'égard de certains pays du continent africain, par exemple. L'idée que c'est un territoire qui est d'abord lu pour les ressources qu'il contient avant d'être lu pour la société, les dynamiques qui traversent ces sociétés-là. Et par contre, il y a des ressources qui sont présentes depuis longtemps et qui ont été exploitées par le pouvoir colonial, qui sont à l'origine une des motivations de la colonisation, des ressources halieutiques notamment, pas seulement des ressources minières. Mais par contre, il est vrai que notamment avec l'impératif de la transition énergétique et les injonctions à la transition énergétique, ça réactive en fait toute une logique prédatrice qui va concerner notamment les terres rares, qui sont particulièrement importantes pour la production de batteries par exemple. En miroir, est-ce que le Groenland est si important pour le Danemark pour des raisons similaires, d'abord et avant tout pour des raisons, j'allais dire, énergétiques, pour des raisons
pour des raisons liées justement à toutes ces matières premières que l'on vient de citer. Est-ce que ce discours est très présent parmi les responsables politiques danois? Pas complètement. En fait, déjà, il y a une première chose, c'est que d'un point de vue juridique et d'un point de vue du droit, en fait, les ressources minières sont la propriété du gouvernement du Groenland et sont sous l'autorité et la responsabilité du gouvernement du Groenland depuis l'autonomie élargie en fait de 2009. Donc en fait, ces ressources-là, elles ont pas. Le Danemark a bien sûr des intérêts financiers, d'intérêts économiques plutôt liés au tissu d'entreprise et a un intérêt aussi sur les ressources dites stratégiques, par exemple l'uranium. Tombe sous la double compétence à la fois du gouvernement du Groenland parce que c'est une ressource du sous-sol et en même temps parce que c'est un minerai stratégique et donc ça rejoint les compétences de défense qui sont en fait toujours sous la houlette de Copenhague. Je voudrais que l'on tente de comprendre avec vous, Marine Duc, un peu mieux ce rapport colonial, cette mémoire coloniale que le Groenland entretient avec le Danemark. Le Groenland devient une colonie danoise, puis une partie de la communauté du Royaume de Danemark, vous l'avez dit, en 1953, en vertu de la constitution de Danemark. Que s'est-il passé très concrètement en 1953 ? Alors en 1953, en fait, il faut rappeler un petit peu le contexte. À l'international, on est au tout début de la décolonisation. Une autre ancienne colonie danoise, l'Islande, gagne son indépendance en 1944. Et le gouvernement danois de l'époque commence un petit peu à être inquiet des vues que l'ONU, notamment, peut porter sur son traitement du Groenland, qui est statutairement une colonie avant 1953. Donc à partir de ce moment-là, un processus de décolonisation va se mettre en place, mais la trajectoire de décolonisation se fait sur un mode qui ressemble à une départementalisation forcée, on pourrait dire, puisque le Groenland a été transformé en amt, donc c'est l'équivalent d'un comté ou d'un département, au même titre que les autres amt danois en fait. Aujourd'hui, on parle de territoire autonome. Ça veut dire quoi l'autonomie du Groenland? À quel point est-elle complète ou non, partielle ou non? Alors on est sur une autonomie qui est très très large et à vrai dire, elle est assez unique en fait à l'échelle internationale. Hein. C'est un statut qui est un petit peu compliqué à catégoriser en fait, à mettre dans des catégories déjà existantes. Elle a évolué dans le temps par ailleurs. Oui, elle a évolué dans le temps en fait. La première autonomie, elle date de la fin des années 70, donc en 79, après de larges mobilisations décoloniales et un référendum, le Groenland obtient sa première autonomie et donc va récupérer à ce titre des compétences qui étaient autrefois entre les mains de Copenhague. Et l'autonomie est la plus large, elle date de 2009, donc c'est un petit peu plus récent. Et celle-ci, elle donne des prérogatives extrêmement larges au gouvernement et au Parlement du Groenland, puisqu'il ne reste en fait que la monnaie, une partie de la justice et des affaires étrangères et de la défense entre les mains de Copenhague. Les affaires régaliennes, comme on dit parfois. Voilà. Dans cette société groenlandaise, quel est le poids aujourd'hui du mouvement indépendantiste et même, j'allais dire, de cette idée d'indépendance? Est-ce qu'elle continue de vivre malgré cette autonomie de fait? Oui, alors en fait, c'est un propos qui est très normalisé et qui en fait fait partie du quotidien politique en fait, on va dire, puisque il y a quelques sondages qui ont été faits récemment à la fin des années 2010 qui expliquent à peu près les 2 tiers de la population groenlandaise serait en faveur de l'indépendance. Mais par contre, là où on va avoir un débat profond, c'est sur les modalités de cette indépendance et ses temporalités. Donc il y a des discussions notamment sur la question économique. Est-ce qu'il faut d'abord que le Groenland soit indépendant économiquement pour être indépendant politiquement, ou est-ce que c'est une indépendance politique qui pourrait garantir une maîtrise de la planification économique et on va dire de la réglementation économique qui permettrait que cette indépendance soit viable. Qu'est-ce qui motive, Marine Duc, qu'est-ce qui justifie, j'allais dire, cette indépendance dans le discours politique groenlandais? Alors c'est l'idée d'avoir la propre maîtrise de sa trajectoire sociale, en fait, on va dire, pour le dire un petit peu rapidement sous ces termes, et aussi un rejet des violences exercées par le pouvoir colonial danois depuis des années et qui, en fait, se trouve dans une sorte de continuité. Alors il est renouvelé, il prend d'autres formes aujourd'hui, mais on a un mépris persistant, en fait, par les autorités danoises des personnels politiques groenlandais et du fonctionnement même de la société groenlandaise. Vous avez employé le terme de violence. Il y a un cas en particulier qui a créé un scandale et un scandale justifié. C'est évidemment celui des stérilisations non consenties. À cette époque, je n'avais jamais entendu parler de stérilet. On ne m'avait jamais expliqué, ni demandé non plus si j'en voulais un ou non. Personne ne m'a demandé mon avis. La question n'a pas non plus été posée à mes parents. On m'a demandé de baisser mes vêtements. Je n'avais jamais eu de relation sexuelle avant. C'était comme des coups de couteau dans mon ventre.
Si je devais le qualifier aujourd'hui, je dirais que c'était comme un abus sexuel car ils ont franchi une limite. La photo montre un stérilet en spirale dans sa taille réelle. Comme vous pouvez voir, la spirale ne peut pas tenir dans la cavité. Donc le médecin aura des difficultés pour la placer, avec des risques de perforation. Les jeunes filles ne peuvent qu'avoir mal. Les complications du stérilet sont la douleur, l'infection et la stérilité. Qui est cette femme, Marine Duc, que l'on vient d'entendre? Elle s'appelle Naya Libert et elle s'exprimait justement dans cette émission diffusée sur France 2. Nous, les Européens, rappelez-nous qui elle est. Alors Naya Lubert, c'est une lanceuse d'alerte en fait, qui a été visibilisée particulièrement en 2022, donc quand ces révélations sur les stérilisations forcées sont apparues. Il faut savoir qu'en fait, il y a quand même des rumeurs qui sont présentes depuis très longtemps autour de ces stérilisations forcées. Pendant mon terrain de thèse, par exemple, c'était des récits qu'on entendait beaucoup parmi les grands-mères de mes enquêtés. Voilà, il y avait l'idée que on ne comprenait pas pourquoi, au fait, autant de personnes avaient eu du mal à avoir des enfants à une certaine période. Et donc en 2022, après une enquête qu'elle a faite, est apparu quelque chose de beaucoup plus systémique en fait autour de ces stérilisations qui auraient été donc apposées sur qui ont été apposées sur des jeunes filles sur une période de temps assez courte entre la fin des années 60 et le tout début des années 70. On estime qu'il y a à peu près 4500 femmes qui ont été concernées par cette politique-là, ce qui représente en fait une population assez massive, puisque c'est la moitié des femmes en âge de procréer à l'époque. Voilà, je le rappelle le chiffre, dans les années 60, la moitié des femmes inuits ont subi une pose de stérilet non consenti. On a du mal à comprendre, Marine Duc, lorsqu'on vous écoute, pourquoi cela restait seulement une rumeur? Quand on pose un stérilet à tant de femmes, durant tant de temps, pourquoi ça reste à l'état de rumeur? Ça reste à l'état de rumeur, je pense, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, c'était en fait un dispositif d'ingénierie démographique qui a été dissimulé par le pouvoir danois et qui avait pour objectif, en fait, dans une perspective tout à fait malthusienne, de limiter la croissance de la population groenlandaise qui était perçue comme étant trop coûteuse, en fait, pour le pouvoir colonial à gérer et à développer et en fait pour laquelle il fallait offrir un certain nombre de services publics. Donc il y avait l'idée de limiter en fait la croissance de la population. Et pourquoi le faire dans le secret? En fait, c'est l'expression pour moi de la colonialité. En fait, cette idée-là, ce sont des femmes qui sont racialisées comme inuits et donc en fait leur genre a servi leur racialisation d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur le fait que ce soit des femmes pour pouvoir les inférioriser sur un plan racial, quoi. Je voudrais qu'on en vienne à la période contemporaine. Comment cette colonialité s'exprime aujourd'hui, et notamment à travers les hiérarchies sociales largement maintenues depuis 1953, Marine Duc? Alors aujourd'hui, le Groenland, c'est une société qui est particulièrement inégalitaire, beaucoup plus que le Danemark, si on regarde les indices de Gini, par exemple, ou les indicateurs agrégés. Et en fait, elle est inégalitaire dans le sens où, donc, si on prend... Il n'y a pas de statistiques raciales au Groenland, ce qui limite aussi l'estimation, on va dire, scientifique de ces inégalités, mais on a quand même quelques indications. Les estimations disent qu'on a à peu près entre 80 et 90% de la population groenlandaise qui est d'ascendance inuit. Mais en fait, cette partie-là de la population occupe un statut plutôt inférieur ou infériorisé dans la société danoise. Groenlandaise, excusez-moi. Groenlandaise. Et vous avez manqué de tomber face à ce chiffre. Comment ces discriminations s'incarnent également, Marine Duc, dans le système universitaire que vous avez étudié plus particulièrement? Dans le système universitaire, en fait, ça s'incarne notamment par la présence d'un plafond de verre qui est assez important et qui est construit en fait sur toute l'ensemble de la chaîne scolaire, et notamment par le biais de la langue, parce que la langue dominante au Groenland, c'est le kalaallisut, c'est la langue la plus parlée par la population. Mais en fait, le système scolaire, plus on va monter dans les échelons du système scolaire, et plus cette langue va disparaître au profit du danois, et qui est donc la langue historique de l'école et la langue légitime en fait de l'évolution scolaire. Ce qui fait que en fait, les étudiants, les élèves, puis les étudiants et étudiantes sont progressivement triés en fait par ce biais-là et vont être relégués vers des formations moins sélectives ou des formations où on n'a pas forcément besoin de maîtriser parfaitement le danois. Ce qui m'a surpris aussi en préparant cette émission, c'est de découvrir que les Groenlandais avaient un rapport de défiance à la science par ailleurs, et notamment à une certaine science. Alors là, il faut nous expliquer d'où vient cette défiance. Oui, en fait, c'est l'autre versant, on pourrait dire...
de l'héritage colonial qui entoure cette question des savoirs. Il y a la question qui passe par l'école, mais il y a aussi la question de la pratique scientifique. En fait, les scientifiques sont historiquement particulièrement associés à l'exercice du pouvoir colonial. Ce n'est pas propre au Groenland, on retrouve ça en Arctique, on retrouve ça aussi dans d'autres pays colonisés. Et ils sont associés parfois un petit peu malgré eux, mais parfois aussi parce qu'ils ont occupé des fonctions dans l'administration coloniale au Groenland. On a certains géologues, par exemple, qui avaient des fonctions dans l'administration. Et puis, en fait, donc ça, c'est d'un point de vue statutaire, institutionnel, mais aussi dans les pratiques des scientifiques eux-mêmes. La science a servi l'infériorisation raciale de longue date des populations inuites qui étaient considérées comme des objets particulièrement maltraités par les scientifiques. Et aujourd'hui, en fait, on a toujours un rapport de défiance par rapport aux scientifiques parce que certains, dans le choix des objets notamment, mais aussi dans les traitements qui sont faits, on peut reproduire une certaine stigmatisation de ces populations-là, par exemple en se concentrant sur les maux sociaux, par exemple sur la question de l'alcoolisme ou la question du suicide, qui sont des maux sociaux qui traversent particulièrement la société groenlandaise. Mais donc, selon vous, c'est une défiance, une hantise même des scientifiques ou de la science, de la méthode scientifique en général ? C'est un petit peu les deux, et c'est ça toute l'ambiguïté quand on travaille sur ce type de terrain, c'est qu'on est complètement partie prenante de ce système-là, où en fait, la structure de la production du savoir, la géographie et la politique en fait aussi de cette production du savoir reproduit en fait des rapports de force entre des chercheurs et des chercheurs et des chercheuses. Les chercheurs et les chercheuses étant en fait hiérarchisés sur un plan racial et dans leur positionnement aussi par rapport à la colonisation. Quand on va au Groenland, on rencontre en fait souvent beaucoup d'autres scientifiques européens et européennes et inversement peu de scientifiques et chercheuses d'origine inuite. Une autre vertu peut-être, vous allez nous le dire Marine Duc, des déclarations de Donald Trump, c'est le mea culpa ou le semblant de mea culpa que cela a pu susciter du point de vue du gouvernement du Danemark. Alors est-ce que ce gouvernement s'est véritablement excusé pour tout ce que l'on vient de décrire depuis le mois de janvier ? Non, pas vraiment. En fait, les excuses, c'est toujours des points de cristallisation, on va dire, des revendications anticoloniales et antiracistes, mais notamment sur l'affaire de la stérilisation forcée, où il n'y a toujours aucune excuse qui a été présentée à ce jour par le gouvernement danois. On a d'autres excuses qui ont existé dans le temps long de la décolonisation, on pourrait dire. Il y a eu des excuses dans les années 50 suite au déplacement forcé des populations à Thulé pour la construction de la base américaine, et on en a eu un tout petit peu plus récemment concernant l'histoire du placement forcé d'enfants au Danemark, qui avait aussi eu lieu dans les années 50. Mais sur cette question des violences de genre, et on a rien n'est encore sorti. Je voudrais que vous nous relatiez une affaire plus récente, bien plus récente, celle-ci, celle des tests de parentalité. On tourne toujours dans le même domaine, on circule dans le même champ, mais qu'est-ce que cette histoire avait créé, suscité ? Racontez-la nous. Alors en fait, donc depuis plusieurs décennies, on a un certain nombre d'organisations antiracistes, organisations communautaires aussi groenlandaises, inuites au Danemark, qui dénoncent un traitement particulièrement discriminatoire de la protection de l'enfance au Danemark, parce que cette protection de l'enfance s'appuie beaucoup sur des tests psychométriques qui sont menés en langue danoise et selon une certaine vision de la parentalité et d'une façon d'être parent, d'une culture, on pourrait dire, de la parentalité, qui est totalement distincte en fait de la façon d'être parent au Groenland. Et donc ces tests en fait vont cibler particulièrement la population groenlandaise parce que cette population est surreprésentée parmi les classes populaires qui ont des difficultés particulières, structurelles, dans cette question des enfants. Et donc du coup en fait les enfants inuits sont jusqu'à 7 fois plus nombreux à être placés par les services sociaux que les autres enfants danois. Donc il y a une cristallisation à cet endroit-là de cette discrimination structurelle dont sont victimes les Inuits. Comment est-ce que le gouvernement danois lui-même justifie ces choix de politique publique ? On a l'impression, quand on vous entend, de choix d'un autre âge. Un petit peu, en fait, on est toujours dans une logique finalement assez paternaliste, l'idée de protéger les enfants des différentes formes de violence auxquelles ils peuvent être exposés. Mais le gouvernement danois a pris la décision en janvier, donc juste après les annonces de Trump, justement, d'abolir ces tests, alors que justement, ils étaient dénoncés depuis plusieurs décennies. Donc il y a une sorte... On pourrait presque parler d'instrumentalisation en fait de ces luttes antiracistes à cet endroit-là, parce que pourquoi avoir attendu si longtemps en fait pour pouvoir s'emparer de cette question et
et essayer de faire en sorte d'apporter un traitement peut-être moins discriminatoire pour la protection de l'enfance. Vous nous avez bien expliqué, Marine Luc, qu'une très très large part des Groenlandais soutenaient l'idée, le combat indépendantiste. Est-ce que tout de même il y a un schisme générationnel en la matière? Est-ce que les plus jeunes sont plus ou moins enclins à porter et ce discours et cette lutte? C'est un petit peu compliqué de vous répondre parce qu'en fait, déjà, il n'y a pas du tout d'études sociologiques ou démographiques en sociologie du vote au Groenland. C'est quelque chose qui existe très peu. Il y a quelques sondages, mais Il faut la mener alors. il n'y a pas vraiment d'enquête. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vous réponds vraiment sur la base de l'expérience. J'ai pas l'impression que l'âge soit forcément une variable très importante. Pour moi, la variable la plus importante, c'est plutôt celle de l'éducation et du capital culturel. Où on va avoir en fait parmi les populations les plus diplômées justement des revendications qui peuvent être très construites sur cette question-là avec des propos qui renvoient à l'histoire coloniale, qui essayent de la resituer dans une dimension plus politique, plus structurelle. Un mot quand même sur les élections à venir. Le Parlement du Groenland, territoire autonome danois, on le sait, a fixé mardi 11 mars la date des élections législatives. Quel est l'enjeu justement de ces élections à venir? Et est-ce que, encore une fois, les déclarations de Donald Trump entrent j'allais dire en contact avec ces élections? Alors les enjeux, c'est toujours, il y a des choses, il y a des thèmes qui reviennent en fait. La question de l'indépendance, elle est présente depuis très longtemps. Elle a été beaucoup réactivée à partir de 2009, donc là, ça va de nouveau être un enjeu. Mouti Egede avait annoncé dans son discours de Nouvelle Année en janvier. Vous parlez de la première ministre danoise. Le Premier ministre danois, pardon. Groenlandais, pardon. Le Premier ministre groenlandais, Mouti Egede. Donc il avait annoncé dans son discours de bonne année que voilà, ce serait une très bonne année pour faire un référendum sur l'indépendance. Donc cette question-là est présente. La question de l'extraction est toujours quand même un petit peu présente aussi. La question des inégalités sociales, on va dire de la place du trauma colonial aussi est présente. Et il y a une autre question qui revient très souvent, qui est pressentie pour être un des enjeux des élections, c'est celle de l'identité nationale. Donc je l'emploie avec des guillemets, mais il y a toujours en fait un discours très essentialisant autour de qu'est-ce qu'un Groenlandais, qu'est-ce qu'une Groenlandaise. Et ça va aussi être au cœur des élections. Quelle est la géographie d'un mot du paysage politique groenlandais? J'ai découvert que la droite était relativement faible dans ce paysage. Oui, en fait, c'est pas forcément. Alors oui, elle est faible, mais à mon avis, la façon de poser la question, c'est plutôt de se dire que la binarité gauche-droite telle qu'on la pose en Europe, en particulier en France, elle n'est pas très parlante au Groenland parce qu'effectivement, c'est un pays où les idées socialistes sont extrêmement présentes et très ancrées, y compris parmi les partis les plus nationalistes et les plus indépendantistes. Donc voilà, il y a un découpage en fait qui est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver chez nous. Côté danois, comment est-ce que vous expliquez la faible, voire très faible réaction du gouvernement danois dans la foulée des déclarations de Donald Trump? Je sais pas bien comment vous répondre parce que en fait je pense qu'il y a quand même eu une réaction très importante et au contraire qu'il y a eu un peu un emballement qui est assez étonnant à mon sens du point de vue des relations internationales et je pense que cet emballement il est lié à l'idée que les propositions de Trump viennent fissurer justement peut-être cette mythologie nationale qui entoure la question coloniale au Danemark en fait. Côté danois, en miroir, est-ce que l'attachement au territoire, à la société groenlandaise est fort, est vif? Est-ce qu'on arrive à le mesurer? Est-ce qu'on le sait? Alors oui, on le sait. En fait, c'est plutôt que le Groenland n'a que très peu de place dans la construction de la nation danoise. En fait, c'est un territoire et une population qui est totalement invisibilisée. Dans les programmes scolaires, par exemple, le Groenland n'existe pas. On ne parle jamais de la colonisation du Danemark comme d'une puissance coloniale. C'est quelque chose qui est complètement passé sous silence. Et puis récemment, un rapporteur de l'ONU, qui était le rapporteur sur les peuples autochtones de l'ONU, et est allé au Danemark pour rencontrer des représentants inuits et groenlandais qui se sont présentés comme étant des fantômes. Donc il y a vraiment une logique d'invisibilisation du Groenland dans cette partie-là. Et le Danemark va plutôt regarder le Groenland comme un territoire duquel il faut qu'il s'occupe, notamment des effets de la colonisation, comme un territoire qu'il faut sauver, donc avec une vision très paternaliste, mais aussi un petit peu parfois comme un territoire boulet qui coûte cher et dont on ne sait pas vraiment quoi faire, même s'il rapporte quelques avantages stratégiques.
Merci beaucoup Marine Duc de ces explications au sujet du Groenland. Vous êtes docteur en géographie, je le rappelle, enseignante chercheuse à l'Université de Reims. Vous êtes rattachée au laboratoire Analyse comparée des pouvoirs. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Questions du soir.